Merci beaucoup, Raïssa, pour cet exposé sur la reconnaissance. Maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses. Et en fait, une fois n'est pas coutume, finalement, la première question ou les premières questions, c'est vous qui allez les poser, Raïssa, aux participants. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Comment est-ce que eux et elles, dans leur travail, perçoivent ces choses-là? Oui, voilà. J'aimerais beaucoup avoir un retour des participants justement sur leur perception de la reconnaissance au travail. Quelle est la première question que vous souhaitez leur poser, en fait? Quel est le premier axe? Quelle est leur perception de la reconnaissance au travail? Justement, c'est-à-dire, est-ce que c'est une pratique qui se fait, qui a lieu dans l'entreprise, ou est-ce que c'est une pratique qui n'a pas lieu dans l'entreprise, mais qui est souhaitée? Est-ce que c'est une pratique qui est inexistante et puis surtout, il ne faut pas reconnaître et tout ça? Voilà. Il y a Anne qui a répondu. Elle est confuse, diffuse. Alors, je veux bien que Anne développe peut-être. Développe un petit peu justement le diffuse. Effectivement, parce que c'est pas très clair pour moi non plus, oui. D'accord. Ah, pour la question n'est pas très claire pour toi, c'est ça? Non, la réponse diffuse. Ah d'accord, oui. Très bien. La réponse, la reconnaissance est diffuse. Il y a plusieurs facettes. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, comment dire, plusieurs facettes, tout dépend de qui est-ce qu'on a en face de soi et j'ai presque envie de dire qui est-ce qu'on a derrière soi. C'est-à-dire, quand on est un petit peu le management intermédiaire, nos collaborateurs derrière vont nous réclamer beaucoup de choses et nos supérieurs vont nous en réclamer énormément et on est dans une position intermédiaire qui n'est absolument pas facile, où on va nous réclamer beaucoup de choses et on va en oublier les marques de reconnaissance tout simplement. Anne est encore en train de taper un petit peu. Alors, pour les autres personnes présentes, justement, donc on va voir… Il y a Ghislaine aussi qui donne des indications. Elle dit que la reconnaissance au travail n'est pas une pratique pour elle, mais une posture. Et elle évoque plutôt l'empathie distanciée. D'accord. Alors, disons que je comprends Ghislaine, hein, tout à fait, au contraire, je suis même tout à fait d'accord avec elle, mais je ne dirais pas que c'est une pratique et une posture. Non, je mettrais en fait les deux ensemble. Pardon, excusez-moi pour répondre à la question. Parce que je décide d'avoir une posture où je vais pratiquer de la reconnaissance. Ou alors, il peut y avoir également, mais je n'ai pas envie de pratiquer de la reconnaissance au travail. Vous êtes payé pour le travail que vous faites. Donc, pourquoi est-ce que je vais vous dire bravo, vous avez bien fait votre travail? Est-ce que finalement, la reconnaissance est obligatoirement quelque chose qui est dans le faire et que la posture, peut-être l'attitude que l'on a, peut être effectivement condescendante et à ce moment-là, c'est négatif. Mais si elle n'est pas négative, l'attitude que l'on a, est-ce qu'elle est systématiquement du côté de la bienveillance et de la reconnaissance ou bien au contraire, la reconnaissance, il faut la faire? Il faut vraiment que ça passe par des actions, alors soit des actions verbales, hein, des phrases performatives qui font comme quand on dit merci, et bien le fait de le dire, c'est remercier. Est-ce que la reconnaissance passe par ça, par faire quelque chose? Alors, si c'est verbal, hein. Je comprends mieux la question. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit Ghislaine quand elle a dit j'évoque de l'empathie distanciée. Donc c'est pour ça qu'elle dit la question de la posture pour elle est plus importante, c'est-à-dire de par ma posture, ça évoque déjà de l'empathie distanciée, de l'empathie en fait pour le salarié. Donc elle ne s'implique pas plus en fait, c'est-à-dire dans sa posture, mais je pense qu'elle comprend les choses, mais elle ne s'implique pas davantage. Ghislaine me le dira hein, ou pas si j'ai raison là-dessus. Après, donc pour répondre à ta question, oui. Donc tu disais que je veux bien que tu répètes juste la question de la reconnaissance, est-ce qu'elle passe
systématiquement par le faire, c'est-à-dire faire quelque chose qui témoigne de la reconnaissance, ou est-ce que simplement une attitude, mais c'est difficile une attitude parce que c'est faire quelque chose, mais une posture, le fait de ne pas être avec une attitude négative, condescendante ou autre, n'amène pas systématiquement de la reconnaissance. Ça peut être neutre. On peut avoir une attitude neutre qui ne soit pas dans la reconnaissance. Et pour le coup, il faut faire quelque chose. Alors, moi, de par ma posture, je pense que l'attitude neutre ne va pas permettre aux salariés déjà d'une de comprendre et en plus d'être bien. Donc, c'est-à-dire que pour moi, il est important de l'exprimer réellement parce que on peut très très bien faire du bon travail tout le temps, mais lorsque jamais on a de retour positif sur son travail, ça c'est l'attitude neutre. Pour moi, c'est l'attitude neutre. Vous faites du travail, je n'ai pas à m'exprimer dessus. Ça c'est l'attitude neutre pour moi. Et ben à un moment, un salarié, lorsqu'il sera dans un moment où il aura trop de contraintes psychologiques ou trop de charges de travail, là, il va dire, ah bah, de toute façon, on ne me reconnaît jamais parce qu'on ne me dit jamais rien. Donc, même si ce sont… Pardon ? Ça passe quand même par la parole. Hein. Pour moi, ça passe par la parole ou alors ça peut être également juste un passage fréquent auprès de ses collaborateurs, sa présence. Parce que comment travailler avec un manager qui n'est jamais présent, qui va envoyer dans un mail un mot et un mot même pas pour dire bonjour, enfin juste bonjour, ci-dessous le compte-rendu de la réunion. Pas de bonne journée, rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de choses qui font que, pour moi, il faut l'exprimer. C'est une démarche qui est longue, c'est une démarche qui est prenante, mais il faut l'exprimer tout le temps. J'ai vu une autre question arriver. C'est Annick. Alors, Annick dit qu'elle vient de quitter son entreprise car elle avait de la reconnaissance de la part des adhérents, elle faisait du conseil d'entreprise et une négociation totale sur tous les points de reconnaissance, une négation totale sur tous les points de la reconnaissance par la direction. Donc, ça a créé un écartèlement, une sorte de dissociation pour elle, avec laquelle elle n'a pas réussi à trouver un équilibre. Et donc, la reconnaissance, là, venait de l'extérieur, hein, comme vous disiez tout à l'heure, dans les 4 sources possibles, et il manquait celle de l'organisation, de la hiérarchie. Finalement, celle de l'extérieur. Oui. Alors, moi, là, concrètement, j'ai presque envie de dire, Annick a eu énormément de reconnaissance externe, mais au niveau donc, de l'organisation, peut-être au niveau de son supérieur hiérarchique, par exemple, enfin de l'entreprise, elle n'a pas eu de reconnaissance véritable. Donc, il est vrai que lorsqu'il y a beaucoup trop de déséquilibre, tu vois ce que c'est, puisque dans les notions de risques psychosociaux, c'est également une histoire d'équilibre entre les contraintes et les ressources. On peut avoir 15 contraintes, mais lorsqu'on a des ressources, quand il va y avoir des ressources qui sont… il y a 2-3 ressources qui sont très importantes, quoi qu'il arrive, beaucoup plus importantes que la liste des contraintes qu'on a, les choses vont se rebalancer petit à petit. Peut-être que je pense que Annick, au bout d'un moment, elle n'a pas eu ce lourd caillou de reconnaissance qu'il fallait par rapport à toutes les contraintes que son organisation lui a mises, et ça ne peut que créer un déséquilibre. Donc, et je comprends son mot, hein, écartèlement, c'est des mots forts, hein, véritablement. Alors, il y avait une autre question. Y a-t-il une différence dans la reconnaissance dans le secteur privé ou public? Alors, Virginie, merci pour ta question. J'ai envie de dire, une organisation, qu'elle soit publique ou privée, normalement, si elle en a envie, elle peut pratiquer la reconnaissance au travail. Peu importe le niveau, peu importe l'activité, tout ça. Pourquoi? On travaille avec des humains. On travaille avec des humains, que ce soit dans une administration publique ou dans une administration privée ou entreprise privée. Les personnes qui font le travail, ce ne sont pas que des machines. Enfin, j'ai eu envie de dire. Il y a les machines. Oui, pardon. Mais en même temps, quand l'entreprise n'est plus à taille humaine, justement. Alors, c'est-à-dire? Dans le secteur public, en fait, on est avec un directeur, un N+1, etc. Et c'est une pyramide énorme. L'organisation
la reconnaissance organisationnelle est peut-être plus difficile quand l'entreprise n'a plus de taille humaine. Si on prend, je sais pas moi, l'éducation nationale où il y a un très très grand nombre de salariés, comment faire pour avoir de la reconnaissance organisationnelle? La reconnaissance par la hiérarchie, c'est peut-être plus facile dans ce cas-là? Alors, exactement, c'est ce que j'allais dire justement. C'est-à-dire que lorsqu'au niveau organisationnel, on n'y trouve pas son compte, hein, c'est pas le ministre de l'Éducation nationale qui va descendre dans les écoles pour voir saluer les enseignants tous les jours. Et ben, justement, dans ce type d'établissement-là, c'est le rôle du proviseur, donc le supérieur hiérarchique, de créer, générer une bonne relation de reconnaissance avec ses salariés. Pour moi, il n'y a pas de différence dans la reconnaissance, qu'on soit dans le secteur privé ou public. Il n'y a que de la volonté à travailler, à reconnaître les personnes enfin, à faire de la reconnaissance existentielle et également, tout le reste découle. C'est-à-dire, on ne peut pas juste prendre l'existentiel, la pratique de travail, l'investissement et tout ça. Mais quand on est formé reconnaissance, je dois reconnaître mes personnes, c'est ça, hein, je dois reconnaître mes personnes, que ce soit dans le privé ou dans le public, il ne devrait pas y avoir de différence. Alors, Annick, elle vous demande si vous pensez que finalement, les salariés demandent une reconnaissance financière parce qu'il n'y a pas d'autre forme de reconnaissance. Et dans ce cas, finalement, ça serait la reconnaissance par défaut, le fait d'avoir plus d'argent au lieu d'avoir la reconnaissance symbolique, etc. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise veut concrètement? C'est-à-dire que je suis désolée hein, de dire ça, mais est-ce que c'est parce qu'à chaque fois qu'un salarié va demander un salaire qu'on va lui donner? Donc, c'est trop ponctuel. C'est-à-dire qu'on va demander un salaire supplémentaire aujourd'hui, on va lui donner. Mais est-ce que justement, il n'y a pas autre chose? Parce que est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de pression? C'est-à-dire pour le salarié. Donc, cette année, il y a 2 ans, j'ai crié un petit peu et puis on m'a reconnu, on m'a donné une rétribution supplémentaire. L'année prochaine, je vais crier encore un peu plus, on va me redonner. C'est une escalade pas possible, en fait, je veux dire. Donc, il y a d'autres moyens. C'est-à-dire que la rétribution en fait partie. Je ne refuse pas du tout cette partie. Hein. La rétribution en fait partie concrètement. Par contre, il est vrai que lorsque dans une institution, il y a d'autres formes de reconnaissance sur lesquelles on va appuyer. Donc, moi, j'aimerais que mon manager me dise bonjour quand même tout le temps. J'ai envie qu'il partage les résultats avec nous. J'ai envie qu'il fasse que je m'engage davantage au travail. Eh ben, on entendra beaucoup moins que la question de la rétribution. En fait, on voit d'ailleurs des salariés qui ont des très bons niveaux de revenus et qui quittent l'entreprise. Le fait d'avoir des salaires élevés ou très élevés ne garantit pas du tout de conserver ses salariés. Alors, pour moi, selon moi, ça ne le garantit plus à 100%. Voilà. Mais il faut aussi prendre la réalité de la vie en compte. C'est-à-dire, aujourd'hui, la vie, elle coûte cher. J'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Merci l'entreprise parce que vous êtes très, très bien. Je travaille de manière très autonome avec vous. Mais mon niveau de qualification et puis ma vie perso fait que je risque d'aller voir dans une autre entreprise parce qu'elle va me rémunérer à hauteur de ce que j'espère. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc, il y a cette partie-là. Mais Raissa, il y a des gens qui sont à 6 000 nets de revenus et qui quittent l'entreprise parce que justement, ils s'investissent beaucoup et ils n'ont pas de retour en face. Ils ont le salaire, ils ont 6 000, mais ils n'ont pas la reconnaissance. Oui, voilà. J'étais en train de parler de ces différents profils de personnes qui, même lorsqu'ils sont investis au sein de leur travail, ils ont les marques de reconnaissance qu'il faut. Et des fois, il y a le choix donc d'aller dans une autre entreprise après. Et j'ai presque envie de dire, lorsque ce choix-là se fait comme ça, les relations restent très correctes entre l'ancienne entreprise et la nouvelle entreprise et avec le salarié qui quitte. Donc, donc dans ce cas-là, l'intention de quitter l'entreprise n'est pas sur un motif négatif. D'accord ? Par contre, en effet, il y a ces autres personnes qui vont gagner énormément bien leur vie, mais au vu de toutes les contraintes qu'ils ont pour pouvoir maintenir ce niveau de vie-là, à un moment, il y a forcément un déséquilibre
physiobiologique, j'ai presque envie de dire. Donc, on va avoir des personnes qui vont partir en burn-out. Enfin, tu le sais aussi bien mieux que moi, même, je pense. On va avoir des grands directeurs commerciaux qui vont abandonner tout ça pour un beau jour devenir paysans. Enfin, parce que c'est là-dedans qu'ils vont pouvoir se réfugier. Voilà. Donc, en effet, pour moi, il y a des choses qui doivent être allées ensemble, réellement. Pas parce qu'on a un niveau de vie très, très, très supérieur que ma direction ne va pas m'accompagner pour pouvoir être bien dans mon entreprise. Il y a des entreprises qui disent, mais je le paye assez cher, quoi. Il a qu'à se débrouiller. Mais or, c'est pas vraiment ça. Lui, ce salarié-là, en tout cas, à un moment de sa vie, il n'a pas forcément besoin d'entendre je te paye assez cher pour faire ton travail. Voilà, tu vois, c'est vraiment difficile parfois, mais moi, je pense que réellement, tout est dans l'ADN de l'entreprise. Si on pratique cette reconnaissance dans l'ADN de l'entreprise, on va contribuer tout le temps à une meilleure vie au travail pour les salariés. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de la reconnaissance existentielle. Le fait de donner de la reconnaissance fait que les salariés vont aussi donner de la reconnaissance envers leur encadrement. Et ça, c'est intéressant. Ça me faisait penser à la question de l'anthropologue Marcel Mauss qui parlait du don et du contre-don. Le fait que lorsque l'on donne quelque chose à quelqu'un, finalement, il a envie aussi de donner en retour. À la fois parce qu'il a reçu, mais aussi parce qu'il est en dette. C'est-à-dire que la pire chose que l'on pourrait faire à des amis, finalement, c'est d'aller les voir avec un très beau cadeau, un très beau bouquet de fleurs et une très bonne bouteille de vin. Et la fois d'après, quand on les reçoit, ils se sentent obligés aussi de faire un cadeau, au moins équivalent à celui qu'ils ont reçu. Ça, c'est la théorie du contre-don. Donc, faire un cadeau à quelqu'un le met en dette. Et donc, c'est pas aussi bénéfique. Dans la reconnaissance, il y a cette notion peut-être de dette ou il n'y a pas du tout cette notion de dette? Il y a cette notion. Est-ce que c'est un échange gratuit? Enfin, quand je dis gratuit, c'est-à-dire qu'il ne met pas l'autre en dette. Oui, non. Oui, il y a cette notion je dirais plutôt de réciprocité. En fait. Je dirais plutôt de réciprocité. Il est vrai, alors j'ai même presque envie d'aller plus loin, de dire que quand on donne, à force de donner, à un moment, on va attendre, quand on aura un problème, on va demander à cette personne à qui on a l'habitude de donner de pouvoir nous aider. D'accord? Donc, cette notion de réciprocité va être très importante. C'est-à-dire que même si dans l'immédiat, on ne réclame pas en retour que tu me donnes quelque chose, à un moment, lorsque moi, je serai dans une panade pas possible, c'est-à-dire en entreprise, on le voit souvent. C'est… alors moi, dans mon entreprise, le cas de figure se produit souvent, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de… On est dans une société de production et il y a beaucoup de… Donc, on travaille à la chaîne et il y a beaucoup de personnes, des fois, qui sont amenées à s'absenter et de la ligne. Donc, elles savent à qui elles vont demander de les remplacer sur la ligne. J'ai un coup de fil à passer, j'ai besoin de 5 minutes. Elles vont demander à une personne spécifiquement. Reconnaissance des pairs, comme je vous disais. Est-ce que toi, tu peux me remplacer? Oui. La personne, elle va les remplacer souvent, beaucoup, beaucoup. Mais le jour où cette personne qui a l'habitude de remplacer tout le monde sur la chaîne, est-ce que quand elle aura besoin de passer son coup de fil de 5 minutes très important, est-ce qu'elle va demander? Elle va demander forcément à une personne qu'elle a l'habitude de remplacer. Est-ce que tu peux me remplacer? Et elle peut dire oui ou non, en fait. Et si elle dit oui, c'est qu'on est dans une relation de réciprocité. Si elle dit non, il y a un déséquilibre. C'est moi, j'ai l'habitude de t'aider et toi, j'en ai besoin, tu ne m'as pas aidé. Voilà. En situation de travail, c'est ce qui se produit. Oui, très intéressant, comme précision. Virginie demande si on peut parler de contrat moral avec la question de la reconnaissance. Alors, le contrat moral, déjà, c'est dès lors qu'on signe un contrat de travail, j'ai presque envie de dire, il y a déjà un contrat de morale. En effet, un contrat moral, en fait. C'est moralement, je me dois de respecter les critères du contrat que j'ai signé, en fait. Oui, donc
on s'engage moralement, on s'engage à faire certaines choses parce qu'on s'y sent un petit peu forcé et contraint. Contrat moral, j'ai presque envie de dire oui et non. Parce que déjà, dans le contrat, il faut avoir signé quelque chose. La reconnaissance, on n'a rien signé, en fait. On n'a rien signé. Donc, je ne dirais pas contrat moral, je resterai réellement sur cette notion de réciprocité. Donc, forcément, je redonne un autre exemple sur la réciprocité. Une entreprise qui a l'habitude d'organiser beaucoup d'événements conviviaux pour ses salariés et tout ça, parce qu'elle se dit, c'est comme ça, moi, je leur reconnais leur travail, machin et tout ça. C'est comme ça que j'ai envie qu'ils s'investissent lorsque j'organise qu'ils créent de la cohésion. Allez, en organisant de multiples événements à l'extérieur, de courses ou je sais pas, restaurant et tout ça, on va pouvoir générer de la cohésion. Mais un jour, forcément, l'entreprise, elle va attendre que ses salariés répondent, enfin redonnent en même temps. Donc, je suis plutôt sur la notion de réciprocité et moins de contrat moral. J'ai une question à vous poser en fait. La reconnaissance alors on voit bien la reconnaissance managériale entre les pairs, l'extérieur, ça nous parle facilement. La reconnaissance organisationnelle, c'est quand même, ça me paraît plus complexe. Comment est-ce que l'entreprise, qu'elle soit TPE, PME ou plus grand groupe, peut mettre en œuvre des éléments, des signes de reconnaissance? Alors, rien que… C'est pas une personne, c'est une organisation. Non, c'est l'organisation. Justement, dans les accords de groupe, les accords d'entreprise, les conventions collectives, d'entrée de jeu sont pensés pour déjà récompenser le salarié d'une quelconque manière. Voilà, c'est ça en fait que je reviens sur ma slide que je vous ai dit tout à l'heure, on va en reparler. Donc, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a des cérémonies pour les départs à la retraite de manière spécifique? Est-ce que c'est quelque chose qui a été prévu déjà dans le groupe? Est-ce qu'il y a une prime tous les 5 ans, 10 ans, 20 ans d'ancienneté? On connaît ça en fait. Donc voilà, est-ce que déjà au sein de l'organisation, on avait déjà pensé comment reconnaître le travail de ses salariés? C'est ça, en fait, précisément. D'accord. Alors, j'ai une question, en fait, pour un peu décentrer la question du travail, parce qu'au travail, finalement, oui, on est soumis à un contrat de travail et on est là pour effectuer des choses contre rémunération. Mais dans la vie, en fait, la question de la reconnaissance existe aussi. Est-ce que finalement, tout simplement, ce qu'on attend dans le travail est aussi ce qu'on attend dans la vie avec son conjoint, avec peut-être ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents, ses amis, peut-être les personnes avec qui on a des activités de loisirs. On est sur des notions qui sont identiques. Le travail, est-ce que le travail apporte quelque chose de plus spécifique ou pas, finalement? Alors, c'est parce que moi, je me suis axée que sur la reconnaissance au travail là. Mais dans la reconnaissance de la vie de tous les jours, c'est déjà au moins la reconnaissance existentielle. Donc, au moins, rien que ça. Donc, dans une relation de couple, lorsqu'il y en a un qui donne plus que l'autre, à un moment, c'est que l'un se sent moins reconnu à différents niveaux. Ou alors, dans une relation parent-enfant, les enfants peuvent pas du tout reconnaître ou même pas du tout avoir envie de savoir que telle personne, ce sont mes parents. Donc, on en a honte, on les cache même, en tout cas, auprès de certaines familles. Ça existe, donc je les reconnais même pas en étant mes propres parents. Avec les amis, c'est même ce qui se produit même le plus, quoi. C'est dans les bandes d'amis, on va reconnaître telle personne pour telle chose, on va reconnaître telle personne pour telle chose et tout ça, en fait. Si. C'est un autre schéma, mais en fait, on va dire que oui, c'est à peu près les mêmes choses qui se produisent. Quand on se sent moins reconnu par sa bande d'amis, on ne traîne plus avec. Donc, voilà. Donc, oui, en effet. Oui. Mais c'est à peu près le même schéma qui se produit. Seulement, il y a beaucoup plus cette notion d'existentiel. D'accord.
Donc, la reconnaissance en travail serait un cas particulier, finalement, du besoin de reconnaissance de tout individu à travers les sphères différentes de sa vie, dont celle du travail. Ouais. Tout dépend des objectifs qu'on se donne. C'est-à-dire que si est-ce qu'on a envie d'engager ses salariés? Enfin, est-ce qu'on a envie qu'ils se réengagent dans le travail? Est-ce qu'on a envie qu'ils s'impliquent? Est-ce qu'on a envie de générer de la motivation? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut, en fait, réellement? Est-ce qu'on veut aller vers le plus ou est-ce qu'on veut continuer de voir ses salariés à sombrer dans le moins? C'est ça. Donc, à un moment, à force de sombrer, il faut se dire, il faut faire quelque chose autre que la rétribution, autre que les payer, leur donner une rémunération supplémentaire, machin et tout ça. J'ai presque envie de dire, il faut qu'il y ait une belle carotte quoi derrière. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite pour soi? Du désengagement, n'en pratiquons pas du tout. Des démissions, n'en pratiquons pas du tout de reconnaissance. Voilà en fait. J'ai une question un peu complexe. Est-ce que la reconnaissance, finalement, quand elle est bien pratiquée, est quelque chose qui peut aider à prévenir les risques psychosociaux, par exemple ceux du domaine des relations sociales qui peuvent être dégradées? Ça peut devenir un facteur de prévention de RPS? Alors, il y a une personne qui a demandé tout à l'heure, il faudrait qu'un diagnostic RPS se mette en place. Voilà. Oui, parce que en fait, on est en RP, enfin, on est en risque psychosocial lorsqu'il y a trop de facteurs négatifs qu'on n'arrive plus à gérer. Donc, trop de facteurs négatifs qu'on n'arrive plus à gérer. Or, lorsque on va… oui, Ghislaine a raison, c'est un facteur de prévention des risques psychosociaux. Or, lorsqu'on va appuyer sur le bouton levier de santé positive au travail, on va agir sur des éléments de santé comme ça, le soutien, développer le soutien, pour pouvoir développer le soutien à tous les niveaux, organisationnel, le soutien des pairs, le soutien de la hiérarchie. On va les organiser à tous les niveaux. C'est un facteur positif de santé. On va travailler sur la reconnaissance au travail. On va travailler sur les leviers de motivation. Donc, les leviers de motivation, il faut que ce soit presque, j'ai envie de dire, de l'autodétermination. Donc, il ne faut pas que ce soit de la motivation contrôlée, sinon forcément, à un moment, il y a un risque psychosocial qui va apparaître. Mais lorsque on travaille en toute autonomie et qu'on va développer son autodétermination à faire les choses, on est dans le positif. Donc oui, en effet, ça devrait être un levier. Pour moi, c'est un levier de santé et qualité de vie au travail. Donc, ça doit être inséré donc, dans toutes les démarches de prévention. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme a dit tout à l'heure, je pense que c'est Ghislaine, il faut qu'il y ait un diagnostic RPS au sein de l'entreprise. Il ne faut pas attendre qu'il dit burn-out pour mettre en place une démarche de reconnaissance. Ce serait trop tard. Oui, mais ça, Raïssa, les risques psychosociaux doivent être notés, identifiés dans le document unique d'évaluation des risques, avec des mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Ça doit y être. Et moi, je me disais, finalement, un diagnostic en risques psychosociaux va plutôt axer sur des dangers, des risques et des dommages, alors qu'un diagnostic en RPS va plutôt axer sur une qualité de reconnaissance et pas sur un danger, mais sur une qualité. Peut-être que le diagnostic QVT sera plus précis, plus fin sur la question de la reconnaissance, puisque finalement, la reconnaissance n'est pas un risque psychosocial. La relation sociale au travail en est un, et la reconnaissance est une bonne qualité de relation sociale. Pas un risque. Alors, je dirais, la reconnaissance est un moyen d'arriver à une bonne qualité de relation sociale. Ça, c'est sûr. Et comme tu as dit tout à l'heure, ça va être des préconisations sur un ensemble d'actions à devoir tenir à l'intérieur de l'entreprise pour limiter donc ces risques, l'apparition d'un nouveau risque psychosocial. Ça peut être, par exemple, des entretiens de qualité avec le manager, après 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines d'arrêt maladie. Ça peut être différentes choses qui vont être
qui vont être marquées en face comme les différentes actions à devoir entreprendre pour pouvoir limiter la prochaine apparition d'un type de risque comme ça. Parce qu'après, comme vous le savez, il va y avoir, là, il y a eu un risque psychosocial qui s'est déclenché, alors qu'il y a eu toutes ces mesures qui s'est mis en place. Il y aura une enquête de toute façon de savoir comment ça se fait que le burn-out se soit déclenché. Donc, c'est non, il y a bien eu un entretien, il n'y a pas eu d'objectifs insurmontables qui ont été imposés par l'entreprise. Par exemple, je dis ça comme ça, un certain nombre d'actions qui vont dire, ok, on a réduit ces risques-là, voire on les a supprimés. Voilà. Oui. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Est-ce que vous souhaitez interroger Raïssa sur d'autres éléments ou simplement témoigner ou ouvrir la réflexion, le débat? Après, peut-être pas, on arrive… D'autres questions? Est-ce que vous, Raïssa, vous souhaitez, si Virginie est en train d'écrire, est-ce que vous souhaitez compléter votre propos par un autre axe Alors, parce que tout à l'heure, vous disiez effectivement l'exercice du quart d'heure, c'est dur, je sais bien. Un quart d'heure pour en parler, ce qui permet après d'ouvrir dans la discussion, etc. Exactement. Alors, moi, dans un système d'interaction, je dois avouer que j'essaye de faire en tout cas cet autodiagnostic. Les personnes, je leur demande de s'autodiagnostiquer elles-mêmes, c'est-à-dire par rapport à ces formes de reconnaissance que j'avais dit tout à l'heure, et surtout à ces moyens d'interaction. Comment est-ce qu'interagissent la relation, la reconnaissance au sein de pour elles-mêmes déjà, pardon, et puis au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que même elles ont, nous, les participants d'aujourd'hui, est-ce qu'on pratique de la reconnaissance directement face à sa direction ou face à son supérieur hiérarchique? Ou est-ce qu'on attend que ce soit lui qui nous dise des choses? Et si on n'en a pas derrière, si on n'a personne au-dessus de nous, il n'y a pas de N+1, est-ce que parfois, avec nos 5-6 collaborateurs, est-ce qu'on les connaît bien déjà? Ça passe aussi par de la connaissance. Est-ce que je vous connais? Oui, je vous connais parce que je sais que telle personne a 2 enfants, il y en a peut-être un qui est handicapé, mais bon, c'est peut-être pour ça qu'il a besoin de travailler en moi le vendredi après-midi. Est-ce que telle personne, ah oui, je sais, elle a une petite maladie, voilà. Est-ce que il y a tous ces éléments-là qui font que on peut s'auto-diagnostiquer, on peut auto-diagnostiquer en fait, si vous voulez, ses propres interactions de reconnaissance au travail. Ouais. Alors, Anne demande si cette question de l'autodiagnostic, est-ce qu'il y a une trame qui existe ou c'est vraiment une démarche personnelle qu'il faut avoir un peu vigilante? C'est tout à fait personnel. Hein. C'est tout à fait personnel, Anne. J'ai envie de dire, c'est dès lors qu'on connaît ces formes de reconnaissance à différents niveaux, on se dit, mais où est-ce que je me situe? Il n'y a pas de trame, malheureusement. Alors, dans la bibliographie, peut-être que Anne, vous allez trouver dans la bibliographie parce que Monsieur Brun et Monsieur Dugas, disons que ils m'ont beaucoup aidé à très très bien comprendre ce que c'est que la reconnaissance au travail. Et puis, on peut très très bien savoir où est-ce qu'on se situe dans la reconnaissance au travail. Donc, appuyez-vous, Anne, de ces éléments que j'ai mis dans la bibliographie. Je suis sûre que vous allez trouver votre compte. Raïssa, sur cette bibliographie que je remets en grand, quel serait, si on avait un ouvrage à lire, lequel conseilleriez-vous? Le tout premier ouvrage, La reconnaissance au travail, une pratique riche de sens. D'accord, celui dont vous venez de parler en fait. Ouais. Oui, voilà. Il y a celui-là en priorité parce que ça va résumer beaucoup de choses. Et puis le deuxième, c'est les 30 fiches pratiques pour allier santé, engagement et performance. D'accord. Très bien, merci. Voilà, Jean-Pierre Brun, exactement. Ghislaine a tout à fait raison. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Est-ce que Raïssa a fait le tour des éléments sur lesquels vous vous interrogiez? Alors, connaître, la notion de connaître, donc je rappuie là-dessus. La notion de connaître l'autre est très, 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 très importante. Vraiment. En fait, c'est parce que, alors là, du côté psy, je dirais,
ce qui est ma formation de base, le fait de connaître et de reconnaître l'autre, c'est ce qui donne existence à l'autre, en fait. Exactement. Durant Exactement. l'existence. C'est la base. Ouais. C'est la base de tout, en fait. Quand on est tout petit, on existe par le discours que l'autre porte sur nous, qui nous dit, quand on est enfant, tout petit, à quelques mois, même avant la naissance, durant la vie fœtale déjà, le bébé, le fœtus, le futur bébé, eh bien, est déjà existant parce que c'est un bébé qui bouge beaucoup, qui bouge pas beaucoup, où on sait que c'est un garçon ou une fille et que patati, on fera ça avec lui, etc. Donc, c'est par l'autre que l'on a cette reconnaissance. C'est alors, oui, en effet, c'est cette histoire c'est l'interaction. Oui. On ne peut pas interagir avec soi-même, impossible. On a besoin de l'autre pour interagir. On a besoin d'un miroir, en fait, j'ai presque envie de dire. Mais voilà, c'est. Alors, ça m'amène une question justement parce que on pourrait presque. Je m'interroge sur le fait que le danger de tout ça, c'est de n'attendre la reconnaissance que de l'autre. Il faut aussi pouvoir finalement soi-même s'apporter de la reconnaissance. Oui. Alors, parce que si on attend de la reconnaissance de ce que l'on fait que de l'autre, eh bien, on est soumis à la bonne ou la mauvaise volonté de l'autre ou à l'ignorance de l'autre. Alors que si soi-même on se dit, finalement, j'ai fait un bon travail aujourd'hui. Aujourd'hui, je devais faire ça et c'est bien. Je l'ai bien fait. Les gens étaient satisfaits. C'est aussi une reconnaissance que l'on se porte à soi-même. Elle existe aussi, celle-ci, non? Oui, alors j'aurais presque envie de la rejoindre avec la notion d'autodétermination, la motivation autodéterminée qu'on avait dit tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que il y a ces catégories de personnes qui n'ont pas besoin forcément qu'on leur dise que leur travail est très bien fait et tout ça. Ils ont cette capacité d'autosatisfaction. D'accord ? Par contre, quand on est toujours dans un environnement positif où tout va bien, on ne va pas demander à l'autre de reconnaître son travail. Le jour où on ne va pas aller bien, parce qu'on a tous des moments de mou, le jour où on ne va pas aller bien, on ne va pas avoir toute la capacité de cette charge de travail, de cette autosatisfaction, on ne sera déjà pas content de soi. Et en plus, non seulement on n'est pas content de soi, mais on aurait quand même aimé que ce jour-là, il y ait une personne qui nous dise « Ah, mais je trouve que tu travailles très, très bien » parce que ça revalorise l'ego presque. Oui, tout est une question d'environnement. Honnêtement, quand tout va bien dans sa vie personnelle, quand tout va bien dans sa vie professionnelle, j'ai envie de dire, on ne va pas réclamer tout le temps de la reconnaissance. Mais pour une catégorie de personnes. Mais il y a cette autre catégorie-là, et en général, elle est beaucoup plus nombreuse que la catégorie qui ne réclame pas de reconnaissance. Elle va être toujours en demande de reconnaissance. Toujours. Même si elle sait que son travail est bien fait, elle a besoin d'entendre que son travail est bien fait par les pairs ou par le supérieur hiérarchique. En fait, ça me fait penser à l'histoire de la demande d'amour et des tonneaux d'Anaïde qui, finalement, la personne à qui il faut tous les jours lui dire 5 fois par jour qu'on l'aime, j'ai presque envie de dire, c'est que ça ne sert à rien puisque le lendemain, il faut recommencer à zéro. Oui, il n'aurait pas fallu commencer, presque, j'ai envie de dire. Il n'aurait pas fallu commencer, mais ça, c'est pour justement la personne donc dans son cocon d'amour, on va dire. Mais au travail, je reviens malheureusement ou heureusement, vraiment, c'est comme j'adore l'univers du travail. Au travail, moi, quand moi j'arrive ici, je me dis, je connais l'histoire de chaque personne. Parce que quand je vais descendre, saluer les personnes avec qui je travaille tous les jours, je dois leur accorder 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes pour demander comment est-ce qu'ils vont, et leurs enfants ou leurs femmes. Alors des fois, forcément, ici, en plus avec mon ancienne casquette assistante sociale, c'est très facile pour moi de comprendre un petit peu les gens, l'empathie. Pour le coup, moi, elle n'est pas distanciée, hein, je suis désolée, mais je suis à fond dans l'empathie. Donc oui, une maman d'un salarié qui est malade, je le prends pour moi presque, j'ai envie de dire. Donc, ça me prend beaucoup de temps sur ma journée de travail, énormément, mais je ne me vois pas faire autrement.
Oui, alors ça prend du temps, mais ça fait aussi peut-être partie de votre travail à vous. C'est peut-être aussi ça, en Oui, partie, votre oui. travail. Normalement, non. Non? D'accord. Normalement, non. Normalement, non. Ça fait pas réellement partie de mon travail à moi, mais je m'impose de le faire parce que sinon, je ne vois pas comment je vais, euh, je vois pas comment bien travailler. C'est-à-dire que Oh, si c'est je un sors d'ici, il faut aussi que je sois satisfaite du travail que oui. j'ai produit au cours de la journée. Et Mais j'ai Raïssa, pas envie. Pardon? oui, allez-y, allez-y. Je disais, j'ai pas envie, par exemple, alors, je travaille avec une population vulnérable, fragile et tout ça, et il nous est déjà arrivé le lendemain matin, d'avoir le téléphone en nous disant, bah, tel salarié est décédé, en fait. Hmm. Et en fait, je n'ai pas envie de quitter mon travail le lendemain et de me dire, oh, et hier, il m'a dit bonjour, et j'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour. Voilà. Ouais. Voilà tout ce dont j'ai pas envie. Une chose à préciser, c'est que vous travaillez dans une entreprise qui a une forte inclusion de personnes avec une reconnaissance de travail handicapé. Donc, c'est une Exactement, oui. situation particulière ou spécifique, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Oui. Et c'est Donc peut-être voilà. l'écart entre le travail prescrit et le travail réel, finalement. Le travail prescrit, c'est faire certaines choses. Votre travail réel, c'est peut-être aussi de passer ce temps à reconnaître aussi les salariés. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un petit décalage, mais Il y a souvent un j'en décalage. suis satisfaite. Oui, j'en suis satisfaite parce que en fait, ça va juste avec ma personne. Donc, Ouais. il faut aussi aimer être en relation avec les gens. Voilà. Mm. C'est ça. Ce serait mon mot de la fin. La conclusion, c'est ça, il faut aimer être en relation avec les gens. Oui, Écoutez, c'est ça. très belle conclusion. Très belle conclusion. Et on va s'arrêter sur cette phrase-là. Merci D'accord. beaucoup, Raïssa, pour votre exposé et ce moment d'échange et de discussion avec les participants. Au plaisir de vous retrouver pour une autre session, peut-être la Oui, saison prochaine, sur un autre sujet. Voilà. oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous en tout cas. Au À revoir. bientôt tout le monde.